Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. La douleur, c'est normal, tout ça c'est dans la tête. Si vous êtes une femme, c'est peut-être le genre de remarque que vous avez déjà entendu de la part d'un ou d'une gynécologue. Peut-être avez-vous aussi culpabilisé suite à des remarques sur votre poids pendant votre grossesse, ou avez-vous subi des gestes techniques sans votre consentement. On va s'intéresser ce soir à ces expériences souvent minimisées et banalisées qui se vivent lors d'un suivi gynécologique, des expériences qui peuvent relever de violences gynécologiques et obstétricales. Ces violences peuvent être verbales, physiques et sexuelles, ça recouvre des circonstances très diverses, pouvant aller d'une parole inappropriée à l'erreur médicale, en passant par le défaut de consentement de la patiente. On va aussi et surtout s'intéresser ce soir à la manière de recréer le lien de confiance entre les patientes et les soignants. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Chloé Debon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes réalisatrice et vous avez réalisé un documentaire, Echoes, qui sera diffusé ce lundi 19 mai au Théâtre de Poche à Bruxelles, mais aussi le 22 mai au Quai d'Is à Charleroi. Il y aura d'autres dates, on les citera plus tard. Mais donc ce documentaire, il donne la parole à des femmes, à des témoins qui ont subi des violences gynécologiques et obstétricales. C'est un terme difficile à dire. Alors, on accueille également Siam Zeytouni, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gynécologue obstétricienne à l'hôpital Erasme. Et enfin, Lucie Baridez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée d'études et de plaidoyer au Centre d'Action Laïque et vous nous apporterez notamment une analyse de la question au regard des droits des patients. Alors, Chloé Debon, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous intéresser aux violences gynécologiques et obstétricales ? Mon expérience personnelle, j'ai pris la pilule pendant des années. Je l'ai prise assez jeune, comme beaucoup de jeunes femmes, à partir de 15 ans, jusqu'à mes 25 ans, donc 10 ans quand même de pilule. Je l'ai arrêtée parce que dans la presse, j'ai lu l'expérience de Marion Lara, qui est une jeune femme qui a porté plainte contre les laboratoires Bayer en lien avec sa pilule parce qu'elle a fait un AVC. Et en fait, j'ai complètement hallucinée de faire un lien entre la pilule que je prenais depuis 10 ans et des problématiques de santé. En fait, j'avais jamais connecté ça. Et donc, je l'ai arrêtée. Et c'est en l'arrêtant, moi, dans mon expérience, que j'ai commencé à avoir des chamboulements hormonaux, en fait. Et donc, je me suis vraiment interrogée sur le peu d'informations qu'on avait sur ce sujet, sur la charge contraceptive qui est quand même très peu partagée, les impacts sur l'environnement aussi. Et donc, ouais, ça part vraiment de mon histoire. Ouais, c'est ça, d'une expérience personnelle avec effectivement un manque d'informations qu'on voit. Et ce manque d'informations, c'est vrai que dans les témoins que vous avez trouvés, il se retrouve quand même dans pas mal de cas. Ce manque d'infos, notamment sur la question gynéco. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai, après, au fur et à mesure du temps, ça s'est élargi. Donc clairement, la porte d'entrée, ça a été la contraception. Mais au fur et à mesure des rencontres, par exemple, j'ai interviewé des sœurs jumelles qui parlent de leur endométriose et qui du coup elles ont un lien assez spécifique avec la contraception. Je me suis dit, ah oui, en fait, il y a tellement de situations autres qui sont tellement intéressantes à visibiliser aussi que j'ai plus voulu m'en tenir qu'à ce sujet de la contraception. Et puis moi-même, dans mon histoire personnelle, j'ai connecté aussi une autre expérience de vie que j'avais plus ou moins mis de côté, refoulée, entre guillemets. J'ai été opérée, j'ai fait une augmentation mammaire à 18 ans et j'ai en fait eu des prothèses PIP, comme une des personnes dans le film en parle. Et c'est vrai des prothèses qui fuitaient, ou qui avaient des problèmes où le gel sortait de la prothèse. Hein. Tout à fait. En fait, c'était un gel qui n'était pas du tout fait pour le corps humain, un gel industriel. Et donc, pareil, dans la presse, scandale sanitaire, comme celui de la pilule, en fait. Et donc, j'ai voulu me renseigner pour récupérer mon dossier médical qu'on m'a jamais rendu. J'ai jamais récupéré mon dossier médical parce que l'hôpital dans lequel je m'étais fait opérer renvoyait la balle du côté du médecin et le médecin faisait pareil de son côté. Et en fait, en me faisant réopérer, parce que j'ai décidé de me faire réopérer, on s'est rendu compte que effectivement, j'avais des prothèses PIP, mais qu'il y en avait une ouverte dans mon corps aussi. Et donc, je me suis dit, ok, oui, en fait, il y a une colère qui n'est pas liée qu'à la contraception, mais ce n'était pas quelque chose que je m'autorisais à connecter parce que je pense que j'avais très honte. Il y a toute la honte liée à la chirurgie esthétique. Et puis, j'en avais parlé à personne. Et puis
me considérais responsable, je pense. Je me considérais responsable parce que c'était moi qui avais voulu. Et donc, en lien avec le manque d'informations, moi, je suis arrivée à Bruxelles, j'ai fait cette opération seule parce que j'avais honte. Et donc, j'ai très, très peu pris mes informations. J'ai été voir un chirurgien et je l'ai fait très vite. Et donc, oui, je pense que ça, c'était un focus sur lequel je voulais vraiment poser mon regard là-dessus parce que c'est vraiment important par rapport à sa santé d'avoir les bonnes informations, faire les choix éclairés. Ouais. Alors ici, donc, vous avez 8 témoins dans le film, avec des profils différents, des différents types de violences aussi subies, parce que vous vouliez montrer justement que ces violences ou ces expériences mal vécues sont très diverses. Oui, et tout à fait. Et en plus de ça... il y a des personnes au sein du film qui ne voulaient même pas forcément parler de violence. Donc c'est pour ça que je parle d'expériences vécues dans le cadre du suivi gynécologique et obstétrical, parce que parfois c'est pas ressenti comme une violence. Pour d'autres personnes, en fait, c'est très très personnel, et je pense qu'une expérience qui arriverait à une personne pourrait être vécue comme une violence et à une autre pas. Et je voulais pas qu'il y ait de hiérarchie non plus. Une parole peut être... très très blessante pour quelqu'un et une autre qui aurait un acte et qui le vivrait peut-être même mieux qu'une certaine parole. Enfin voilà, donc je voulais vraiment montrer qu'il y a une multiplicité, que la violence peut avoir plusieurs visages, et que effectivement ça peut, vous l'avez très bien dit dans l'introduction, ça peut être des paroles, mais ça peut être un geste, ça peut être un comportement, un jugement. Donc c'est très varié en fait. Oui. Alors, Siem Zeitouni, vous avez vu le film avec ses différents témoignages. Quand on est une gynécologue obstétricienne, attentive au bien-être de ses patientes, comment est-ce que vous avez ressenti, comment est-ce qu'on vit finalement ces témoignages de femmes qui parlent de paroles blessantes, parfois de gestes sans consentement? Comment est-ce que vous avez vécu justement ces témoignages? Alors, au-delà de ce qu'on peut ressentir personnellement, parce que c'est pas toujours agréable aussi de s'entendre dire qu'on n'a peut-être pas fait les choses correctement, je pense qu'il est hyper important de pouvoir les accueillir sans les disqualifier. Et ça, je pense que c'est la clé de la manière dont on va pouvoir ensuite élaborer un accompagnement adéquat pour les patients. Je pense qu'il faut un minimum de remise en question, qu'il existe effectivement des tas de pratiques, des tas de propos qui ont été normalisés au fil des années en médecine, et que les déconstruire progressivement fait partie du travail et fait partie des choses qui vont permettre d'améliorer la qualité des soins qu'on prodigue aux patients. Donc, je pense que accueillir et pas disqualifier ce qu'on nous rapporte, je pense que c'est la clé. Ensuite, dans le ressenti qu'on en a, ça c'est aussi très personnel. Mais je pense que c'est la clé. Mais est-ce qu'il y a des choses qui vous étonnent quand vous entendez les témoignages, des choses parce que évidemment, de nouveau, il y a des témoignages très divers. Ça peut être effectivement une parole blessante, mais s'entendre dire aujourd'hui qu'il y a encore des actes qui ont été subis par la patiente sans son consentement. Est-ce que ça vous étonne encore? Alors non, ça ne m'étonne pas. Je ne pense pas qu'il y a d'intention malveillante. Je pense que quand on pose ces actes, les médecins sont intimement convaincus qu'ils font les choses pour le mieux de leurs patientes. Mais je pense que ce sont des résidus de pratiques paternalistes, médicales, dans lesquelles on a été formé. Et je pense que c'est plus difficile de déconstruire quelque chose de systémique dans lequel on a évolué, que d'apprendre une pratique. Et je pense qu'on est à la croisée des chemins aujourd'hui. Je sens que les jeunes générations vont être probablement plus sensibles à la question, que les générations qui m'ont précédée ne comprennent peut-être pas ce qui se joue aujourd'hui, et ils disent cette patiente... Voilà, c'est pas grand-chose, in fine, elle en fait tout un cirque. C'est vrai qu'on entend ça aussi, et je pense que oui, on est à la croisée des chemins, mais qu'on est amené à quand même remettre en question des choses qu'on a pratiquées. Ça, c'est vrai. Alors, je vous propose qu'on entende un extrait d'un témoignage du film Echo. C'est Florence. Donc Florence, elle a vécu le génocide au Rwanda. Elle est arrivée en Belgique à 18 ans et elle a souhaité prendre une contraception. Et on va écouter son histoire. J'ai essayé plusieurs pilules que ça n'allait pas. Donc ça ne marchait pas. Et puis on m'a proposé les piqûres. J'ai fait les piqûres chaque 3 mois. Et dans les piqûres,
j'ai commencé de grossir tout de suite. En fait, je passe au bout de 2 mois. Je ne dirais pas que je grossissais, en fait, je dirais que je gonflais. Il y avait un problème réel, mais j'avais l'impression que le médecin ne comprenait pas que j'étais vraiment malade, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. En plus de ça, à l'époque, comme je ne parlais pas le français aussi bien, c'était... Au bout d'un an, je me suis trouvée avec 38 kilos de trop. Je commençais à me sentir lourde. Quand je marchais, je commençais à être essoufflée. C'était trop. Je suis retournée chez mon médecin, que je lui ai expliqué que... en dehors des piqûres que je faisais, il n'y avait rien d'autre que je prenais, que ce n'est pas normal. Et il m'a répondu que, écoute, c'est normal, les Africaines, vous êtes grosses de base, les femmes africaines sont grosses de base, donc vous n'avez pas à vous inquiéter, c'est normal, les femmes, enfin, c'est le poids d'une femme africaine, quoi. Alors j'avais envie de vous faire réagir à ce témoignage parce que effectivement les études montrent que les personnes plus vulnérables, les personnes en situation de handicap, de pauvreté, qui ont un faible niveau d'instruction, qui viennent d'autres pays, sont plus touchées en fait par ces violences. On voit ici en cas de violences verbales notamment. Effectivement, c'est démontré. On a quelques articles scientifiques qui mettent ça en évidence, que ce sont des patientes qui sont moins bien soignées et qui sont discriminées également dans leurs soins, dans la mesure où elles vont moins adhérer aux soins et donc créer une rupture dans le lien thérapeutique et renoncer aux soins suite à ce type de comportement. On a également réalisé une étude il y a 2 ou 3 ans avec une étudiante en médecine où on a évalué la stigmatisation du poids dans la pratique de l'échographie obstétricale, qui est supposée être un moment sympa de rencontre entre les parents et leurs futurs enfants. Et on a montré, même dans un hôpital où on est assez sensible à la question des violences gynécologiques et obstétricales, des différences significatives dans le perçu du soin et dans le ressenti des soins, avec une augmentation du ressenti de violence chez les patientes en surpoids. Donc effectivement, c'est pas quelque chose qui est imagé ou imaginé, c'est un fait de la pratique de tous les jours. Et ça peut réveiller aussi certains traumas, c'est-à-dire que des patientes qui ont subi des violences sexuelles, physiques, verbales en amont, autres que celles du suivi gynécologique, peuvent être plus sensibles peut-être à certains gestes ou certaines paroles. Ça se voit aussi dans les études. Oui, tout à fait. La vulnérabilité préalable des patients est un facteur aggravant ici dans le ressenti, c'est sûr. Lucie Parvides, j'avais envie de vous faire réagir sur une chose, c'est qu'on entend, et dans le film notamment Echoes, on entend pas mal de fois des femmes qui disent on m'a dit que la douleur c'était normal. Dans le cas d'endométriose, la douleur c'est normal, il faut faire avec, c'est comme ça, les règles ça fait mal. Est-ce que on est aussi peut-être toujours dans cette espèce d'héritage judéo-chrétien où finalement la douleur est acceptable, il faut accepter la douleur pour aller au paradis, pour reprendre un peu les préceptes catholiques, mais est-ce qu'on est un peu toujours dans cet héritage-là ? Donc oui, évidemment qu'il y a un héritage de cette éthique judéo-chrétienne qui valorise la douleur, la souffrance, pour pouvoir expier ses péchés et donc accéder au paradis. Mais les femmes sont d'autant plus touchées par cette éthique, étant donné que les religions, donc la tradition judéo-chrétienne considère que la femme est coupable, responsable du péché originel, c'est-à-dire que c'est Ève qui a croqué dans la pomme, ce qui a conduit à la chute du jardin, à la sortie de l'humanité du jardin d'Éden, et ce qui a introduit la souffrance, le mal dans le monde. Donc la femme porte cette culpabilité-là et elle va devoir, tout au long de sa vie, se faire pardonner pour être responsable de ce péché originel. Et donc, c'est de cette façon que l'éthique judéo-chrétienne va notamment valoriser l'enfantement dans la douleur, l'accouchement dans la douleur. Et c'est quelque chose qui a existé et qui vit toujours sûrement, très certainement, encore aujourd'hui. Et ça s'est aussi notamment manifesté par des oppositions à l'époque où on a pu diffuser la méthode de l'accouchement sans douleur avec la péridurale. Il y a eu des oppositions
à la diffusion de cette pratique. En Belgique, un médecin qui a permis la diffusion de cette pratique, c'est le docteur Willy Peirce. Connu notamment aussi pour son combat pour l'IVG. Mais... Exactement. Donc, non seulement il a diffusé la méthode de l'accouchement sans douleur, mais aussi la méthode Karman qui a permis de pratiquer des avortements par aspiration et non plus par curetage. Et on sait qu'au niveau de l'IVG, il a été poursuivi pour avoir permis à des femmes d'avorter, alors qu'à l'époque c'était illégal, mais il a aussi été réprimandé et a connu de vives oppositions au moment où il diffusait la pratique de l'accouchement sans douleur. Donc, pour conclure, je dirais que je pense qu'il y a toujours cet héritage qui continue de vivre. Mais autre chose aussi que je voudrais ajouter, c'est qu'il ne faut pas oublier que les femmes sont aussi prises dans des rapports de domination homme-femme qui s'inscrivent donc dans un contexte patriarcal où les hommes ont une forme de droit de propriété sur le corps des femmes et où le corps des femmes est un instrument qui permet aussi de servir le désir et l'intérêt masculin. Dans les violences gynécologiques et obstétricales, heureusement, ce sont des cas assez rares, mais on constate qu'il y a aussi des cas d'agression sexuelle et de viol. Et c'est parfois commis par des gynécologues, des hommes qui s'autorisent à toucher le corps d'une femme, à avoir des attouchements sexuels, je veux dire, à pénétrer la femme sans son consentement, en lui faisant croire que c'est une pratique gynécologique courante. Et voilà, ça vient aussi d'une autorisation que se donne un homme médecin de par sa position de médecin, de sachant et aussi d'homme ayant du pouvoir. C'est une autorisation que certains médecins ont pu se donner pour satisfaire leur propre plaisir. Alors, Chloé Debon, donc dans votre documentaire Echoes, vous parlez évidemment des violences, de ces violences subies, mais il y a aussi la question de la réparation aussi, oui, qui est abordée de façon très poétique. Le film est très beau et via la danse notamment, le mouvement, le corps, il y a cette question de comment réparer les âmes et les corps, parce que le fait de témoigner, est-ce que ça a permis à ces personnes de se réparer ? Je pense en tout cas que ça a contribué. Après, on le sent quand même dans la plupart des témoignages. J'ai travaillé sur ce film un peu plus de 5 ans. Donc, entre le tout début et la fin, je pense qu'il y a eu un chemin de résilience déjà. Et donc, on n'est pas dans de la colère toute chaude. On peut ressentir des résidus de ça, bien sûr, mais il y a quand même quelque chose d'un peu plus apaisé. Je pense à Yahi, par exemple, qui parle... C'est peut-être un des personnages du film qui parle peut-être de façon plus dans la colère avec des gros guillemets, et elle a pu envoyer une lettre. Elle parle de violence obstétricale, donc dans le cadre de son accouchement, et donc il y a pu entre-temps y avoir réparation, écoute. Et donc elle a envoyé une lettre et qu'en fait l'hôpital a répondu tout à fait, oui, bien sûr. En reconnaissant que effectivement il y avait des choses qui c'était des manquements. Oui, et ça c'était le fait qu'elle soit reconnue dans sa douleur, dans sa souffrance, c'était important pour elle. Oui, complètement. Et donc je pense que déjà les personnes ont fait leur petit bonhomme de chemin de leur côté. Ensuite, effectivement, il y a le fait de parler, de libérer la parole. Je pense que ça permet effectivement de contribuer à une forme de réparation, de guérison. Guérison aussi avec des gros guillemets parce que voilà, c'est très propre à chacun à nouveau. Et puis après, effectivement, moi, cette démarche de film, ça a été très thérapeutique pour moi. Le fait alors, je ne parle pas directement, mais et c'est pour ça que le film s'appelle Echoes, parce que mon histoire, elle est finalement... Elle fait écho à celle des autres. Complètement, voilà. Je me raconte un peu à travers toutes ces personnes. Mais pour moi, effectivement, le fait d'avoir le corps, en tout cas de pouvoir témoigner aussi avec le corps et en mouvement, et pas que avec des mots, c'était important parce que c'est nos corps qui sont... c'est dans nos chairs qu'on a vécu ces violences aussi. Et donc, je trouvais ça important de laisser une place au corps. Et donc, oui, tout ce travail dans l'eau, se toucher, le collectif,
tout ça a permis de poursuivre en fait ce travail de soins. Au-delà de la parole, c'est encore un petit peu une petite étape supplémentaire, et je pense que le fait que le film ait pris autant de temps m'a permis de m'apaiser et de passer vers dans cette étape de soins, et je voulais transmettre ça aussi. Et je pense que c'est une thématique qui est tellement difficile qu'apporter de la douceur, c'était important aussi pour que l'échange aussi par la suite puisse être beaucoup plus doux avec les professionnels de santé, par exemple. Je pense que c'était vraiment une envie, ça. Ouais. Siam Zeitouni, ça fait une petite dizaine d'années que les violences gynécologiques et obstétricales font vraiment, j'allais dire, la une de l'actualité, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas qu'on en parle. Il y a eu des dénonciations sur les réseaux sociaux, un peu dans le cadre du mouvement MeToo, etc. Il y a eu des hashtags pour dénoncer ton gynéco, etc. Et du coup, j'imagine qu'il y a un travail qui est aussi mis en place au niveau des gynécos, des médecins, des soignants, pour essayer de recréer un lien de confiance avec les patients. Alors oui, il y a un vrai travail. C'est une thématique qui apparaît de plus en plus dans les différents congrès, colloques. Donc il y a une vraie remise en question du corps professionnel par rapport à cette question, où on sent qu'au-delà de la remise en question personnelle, il y a une remise en question vraiment collective. On n'est plus dans une dynamique où on prend les choses personnellement en se disant moi je ne pratique pas comme ça ne me concerne pas, mais on remet plutôt de manière corporéale la manière dont on travaille au quotidien. Et donc effectivement, ça passe par les formations, ça passe par de la bienveillance aussi à l'égard de ses collègues. J'ai commis probablement un nombre incalculable, malgré moi, d'actes qui ont pu être perçus comme violents par mes patientes. C'est par cette remise en question aussi que j'apprends non seulement à travailler autrement, mais aussi à accompagner les plus jeunes dans leur formation, à transmettre. Il y a des cours, par exemple, aujourd'hui, à l'ULB, en l'occurrence, qui se donnent sur ces questions-là? Tout à fait. Actuellement, et depuis peu, les jeunes étudiants en médecine, en tous les cas ceux qui ont la chance, je dirais, de passer par un stage de gynécologie à l'hôpital Erasme, ont un cours et une formation autour des violences gynécologiques et obstétricales. Et la grande valeur de ce cours, c'est qu'au-delà de se concentrer sur cette violence propre, qui est très, très violemment perçue, puisqu'elle touche à l'intimité, elle remet aussi en question des violences qui peuvent être exercées dans tous les domaines médicaux. À partir du moment où le rapport est différent entre un patient et un soignant, et qu'il existe un rapport de pouvoir ou de force, il y a la possibilité d'y avoir des violences, et je pense que c'est ça qu'il faut remettre en question, et donc remettre en question la relation du soignant, les fondements du soin, permettre aux patients de se réapproprier une autonomie dans les différents choix qui vont les concerner, dans les différentes choses qui peuvent les toucher au niveau médical. Et je pense que c'est ce fondement-là qu'il faut remettre en question aujourd'hui, et arrêter de se sentir agressé par ce qui est dénoncé, mais plutôt y voir l'opportunité d'évoluer vers une meilleure pratique. Oui. Du coup, Lucie Baridez, est-ce que par rapport aux droits des patients, en quoi est-ce que les droits des patients peuvent justement nous aider à avancer vers cette relation de confiance et cette restauration du lien de confiance entre les soignants et les patients? Donc on vient d'un modèle paternaliste dans lequel le médecin a vraiment une position de sachant, c'est-à-dire que c'est lui qui détient la vérité sur le patient et qui va le soigner en prodiguant un soin, mais de façon très verticale, quoi. Le patient est seulement là pour expliquer, avouer en quelque sorte sa pathologie, et le médecin est celui qui va régler tout ça, quoi. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce modèle paternaliste. On veut tendre vers un modèle vraiment de patient partenaire, c'est-à-dire que le patient va être pleinement autonome dans son parcours de soins, et il va être soigné via un partenariat en fait avec le soignant.
Et c'est ce modèle-là qui est prévalent dans la loi relative aux droits du patient, qui est une loi qui existe quand même déjà depuis 2002 et qui a été modernisée récemment en 2024. Et cette loi, en fait, elle contient déjà pas mal d'outils qui permettent de restaurer ce lien de confiance. Donc, la première chose dans la loi de 2002, c'est qu'il est clairement précisé que chaque patient a le droit à bénéficier de soins de qualité et a également le droit de choisir son praticien. Et là aussi, en fait, on se rend compte que c'est des choses dont généralement les patientes ne sont pas forcément au courant. Il y a des patientes qui vont aller chez la gynécologue de leur maman, en fait, parce que c'est facile, que ça se fait comme ça. Alors que la gynécologue de leur maman... Alors qu'elles ne prennent peut-être pas le temps de trouver la personne qui serait adaptée à leur caractère, leurs envies. Oui, exactement. Ce qui correspond à la maman ne va pas forcément correspondre à la fille. Donc déjà, informer les filles qu'elles peuvent choisir leur gynécologue, ça me semble déjà une étape importante et c'est un droit qui est prévu par la loi de 2002. Et la loi de 2002, elle fait prévaloir aussi la notion de consentement, c'est-à-dire que tout patient a le droit de manifester et de retirer son consentement après avoir reçu toutes les informations préalables à son état de santé, mais aussi à la prestation de soins qui va lui être donnée. Et donc, il faut en fait prendre un temps entre le patient et le soignant pour que l'information soit transmise et que la patiente puisse consentir ou non au traitement qui va lui être prodigué. Autre chose aussi que je voudrais encore ajouter, parce que ça a été évoqué dans le témoignage, donc la femme qui témoigne dit qu'elle a connu des difficultés, notamment aussi à cause de la langue. Ça aussi, c'est dans les droits des patients. Un patient a le droit de recevoir des informations claires et compréhensibles. Et il a aussi le droit d'être accompagné par une personne de confiance qui peut désormais l'assister dans les soins de santé. Et donc là aussi, une patiente qui ne parlerait pas bien le français et qui peine à trouver un médecin qui est capable de s'exprimer dans sa langue a le droit de se faire accompagner par une personne qui comprend le français et qui peut faire une médiation, du moins une traduction entre les informations qui lui sont données par le médecin et sa propre langue. J'ai peut-être encore une dernière question, Siam Zeitouni, c'est que vous êtes spécialisée, vous, par exemple, dans les grossesses à risque, donc j'imagine qu'il y a parfois des actes que vous considérez comme nécessaires, mais qui pourraient peut-être être perçus comme violents par la patiente. Alors, comment est-ce qu'on jongle avec ça ? C'est exactement ce que disait Lucie, c'est dans l'explication qu'on en fait et l'information qu'on va donner aux patientes. Les mauvais vécus viennent dans la grande majorité des cas de l'absence de sens du soin qu'on prodigue. Si la patiente comprend pourquoi on fait les choses, il y a une information complète, généralement, elle adhère aux propositions thérapeutiques qui lui sont faites. Et donc ça, je crois que c'est important. Moi, j'entends bien, évidemment, tout ça. Je pense que le souci dans tout ça, au-delà de la formation des médecins, c'est aussi les conditions médicales dans lesquelles on évolue, avec des contraintes de temps qui sont en réalité la seule chose ultra précieuse qu'il nous faudrait pour pouvoir aussi améliorer en termes qualitatifs ce qu'on propose à nos patientes et qui actuellement est la chose qui nous manque le plus. Oui, donc vous êtes victime aussi d'une forme de violence sur les hôpitaux et sur les soignants aujourd'hui avec cette réduction du temps. Tout à fait, et je pense que sans à un moment remettre en question aussi le système dans lequel on est amené à travailler au quotidien. On ne pourra pas continuer à aller vers une évolution. Vous me demandiez tout à l'heure comment faire pour réinstaurer du dialogue avec les patientes, améliorer la qualité des soins. Je pense que ça va passer aussi par une manière de repenser plus globalement le système de soins dans lequel on travaille actuellement. Pour réellement prendre soin, pour repartir au terme de base finalement du soin. Merci
merci beaucoup. Alors, juste Chloé, donc juste pour redonner les infos sur le documentaire. Donc là, il sera diffusé le lundi 19 mai au Théâtre de Poche à Bruxelles. Il y a encore de la place, donc vous pouvez vous inscrire. C'est à 19h30. Oui. Le 22 mai au Quai 10 à Charleroi. On peut trouver encore, il y aura encore d'autres projections. On peut tout trouver sur le site internet. Tout à fait. Il y en aura encore une le 4 juin à Namur et puis d'autres en septembre, octobre, novembre. Toutes les dates sont sur le site. Ouais, ecosmovie.com. C'est ça, avec évidemment toujours aussi des dialogues, il y a pas mal de bords de scène pour continuer à libérer la parole, qui était aussi un des objectifs du film. Exactement. Et alors je noterai qu'il y a quand même un rapport d'état des lieux sur les violences gynécologiques et obstétricales qui a été adopté au Sénat l'année passée, donc en février 2024, avec une liste de recommandations. Donc il y a quand même des choses qui bougent aussi au niveau plus institutionnel, pour le dire comme ça. Merci beaucoup vraiment à toutes les trois. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous souhaite une belle soirée.